Troisième séquence, troisième étude sur l'encadrement de chantier. Étude très intéressante avec 3 représentants d'entreprises qui vont rejoindre la scène. Émilie Ferral, Corentin Kikelj et Marc Lagoire et l'auteur de l'étude, Édouard Jaumier. Installez-vous où vous le souhaitez. Si, parfait, très bien. Allez-y. Et on va commencer par saisissez-vous chacun d'un micro, un petit tour de table et on démarre par vous, Marc Lagoire. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous, Marc Lagoire. Donc, je suis artisan maçon en Tarn-et-Garonne. Donc, j'ai une entreprise qui fait de la maçonnerie dans la rénovation et j'ai une activité que j'ai développée au fur et à mesure qui fait des fondations spéciales, donc des micropieux, dans le cadre donc, de reprises en sous-œuvre, mais aussi de travaux neufs. Donc, récemment, je suis intervenu sur la reconversion de l'usine Airbus à Toulouse pour faire convertir l'usine du 320 par du 380 vers du 320. Donc, en fait, on a fait la totalité des fondations spéciales sur ce site. Voilà, donc, on est aussi amené à travailler sur des grands travaux. Et vous avez 7 salariés. À vos côtés, Corentin Kikelj. Bonjour. Bonjour, donc Corentin Kikelj, moi je suis directeur général d'une PME des travaux publics en Indre-et-Loire. On est 170 personnes qui s'appelle Jérôme BTP. On a 2 grands domaines d'activité que sont d'un côté l'eau, de l'autre l'énergie. Et dans ces 2 domaines, on a 2 savoir-faire, 2 métiers, des gens qui font de la canalisation et des gens qui font du génie civil, donc du béton armé. À vos côtés, Émilie Ferral. Bonjour. Bonjour à tous, Émilie Ferral, je suis présidente du groupe Isotech Invest. On est basé à Tarascon dans les Bouches-du-Rhône. Nous sommes une PME familiale de bientôt 50 ans d'existence. Nous sommes 70 collaborateurs. Nous avons 2 filiales métiers, Isolis qui fait tout ce qui est rénovation énergétique et Isolea qui fait tout ce qui est désamiantage. Et 4e intervenant, Édouard Jaumier, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Édouard Jaumier, je suis le cofondateur de Olesio, qui est une structure qui a une double activité, à la fois des études sur les mutations qui touchent les métiers et les compétences, ce qui nous intéresse aujourd'hui, et une activité d'orientation et de repérage de publics variés pour les orienter vers l'emploi ou vers la formation. Alors Édouard Jaumier, quels étaient les attendus de cette nouvelle étude sur l'encadrement de chantier et de quelle manière a-t-elle été menée ? Alors, cette étude, effectivement, elle fait suite à une étude qui avait été réalisée en 2017, qui avait permis de défricher le rôle des fonctions d'encadrement dans les entreprises qui, on le sent, se renforce, on en parlera juste après, mais qui intervient, cette fonction d'encadrement, à la fois sur des problématiques techniques du quotidien, aussi sur des problématiques RH, de l'encadrement, c'est ce qu'on entend par ce mot-là, de la formation pour faire progresser les équipes sur le terrain. Il y a des enjeux aussi et des problématiques de qualité. La qualité dans vos métiers est un aspect fondamental et les encadrants ont un impact, un rôle très actif sur la qualité. Il y a des attentes aussi qui sont croissantes sur les sujets commerciaux et les sujets administratifs, avec un renforcement des contraintes administratives et du coup ça demande davantage d'investissement des fonctions d'encadrement sur ces sujets. Et en face de ça, on a des fonctions d'encadrement qui sont difficiles à recruter, qui sont difficiles à fidéliser aussi. Donc il était important pour l'Observatoire de remettre à plat un peu la situation des fonctions d'encadrement dans les entreprises pour pouvoir proposer des dispositifs d'accompagnement adaptés à ces professionnels et aux entreprises qui les emploient. Alors comment on a réalisé cette étude ? Une approche qui est tout assez traditionnelle, pas mal d'analyses documentaires, pas mal d'entretiens, près d'une 50aine d'entretiens qui ont été faits, une grande enquête, ce qui a très bien marché. On a eu plus de 700 répondants. C'est plus que sur d'autres études et on n'a pas fait de relance. Donc on voit qu'il y a vraiment un intérêt de la part des entreprises sur ce sujet, cette problématique. Et pour compléter, juste un petit peu d'éléments statistiques qui nous ont permis du coup de quantifier le nombre de professionnels sur les différentes fonctions d'encadrement. On va les apercevoir tout de suite, ces chiffres clés sur le nombre d'encadrants et on va voir la typologie des encadrements de chantier. Voilà, je vous laisse commenter. Il y a à peu près 160 000 professionnels qui travaillent à des fonctions d'encadrement dans le bâtiment et les travaux publics. Donc c'est un petit peu plus de 10%
des 1 500 000 salariés qu'il y a dans les deux branches. Et ça se répartit sur 4 métiers. Donc il y a les conducteurs de travaux, les chefs de chantier, les chefs d'atelier, qu'on va retrouver dans des structures qui font de la préparation amont avant d'aller sur chantier. Des métiers de la menuiserie, par exemple. On a des métiers dans la métallerie aussi. Et puis le chef d'équipe qui est du coup une fonction de très terrain. Ces 4 typologies de fonctions d'encadrement encadrent entre 3 et 8 personnes. On est plutôt autour de 3 personnes encadrées pour un chef d'équipe et un petit peu en dessous de 8 personnes encadrées pour un conducteur de travaux. Donc on voit que leur périmètre de management est un petit peu différent. Il y a une forme de croissance depuis le chef d'équipe jusqu'au conducteur de travaux. Ce sont des fonctions qui sont très masculines, surtout pour les chefs d'équipe, chefs d'atelier, chefs de chantier, où c'est 1% de femmes seulement. On a une différence quand même du côté des conducteurs de travaux. On a 6% de conductrices de travaux. Donc on voit que c'est un métier qui est plus féminisé. On le verra après les causes, mais c'est notamment dans les parcours de formation et dans les modes de recrutement. Et puis, pour finir, il y a une différence quand même assez marquée entre le bâtiment et les travaux publics, où on voit du côté du bâtiment que les fonctions d'encadrement sont proportionnellement moins nombreuses. C'est 8% de l'ensemble des salariés. Et du côté des travaux publics, c'est plutôt 20%. Ça s'explique notamment par la physionomie des entreprises dans le bâtiment, avec beaucoup d'entreprises artisanales qui n'ont pas forcément les moyens ou les besoins d'avoir des fonctions d'encadrement qui est en général assurée par le dirigeant. Et le dirigeant n'est pas compté ici comme une fonction d'encadrement dans cette étude. Alors, on va voir quelques grands enseignements sur les types d'activités qu'exercent ces 4 typologies d'encadrants. Alors, les encadrants ont des activités une certaine polyvalence. Et plus on va monter dans le niveau de responsabilité, plus le niveau de polyvalence attendu est important. On prend l'exemple du conducteur de travaux. Donc, c'est le trait bleu que vous voyez sur ce graphique en toile d'araignée, en étoile. On voit que le conducteur de travaux, il a une implication assez forte sur beaucoup de domaines, un rôle très transversal. Et il y a notamment 2 aspects qui sont très forts, très marqués. C'est l'implication commerciale pour développer le chiffre d'affaires et l'implication plutôt en termes de gestion, d'administration. Donc gérer, administrer, ce sont 2 activités assez singulières pour le conducteur de travaux par rapport aux autres fonctions d'encadrement qui sont plus opérationnelles et qui sont plus attendues sur le pilotage, l'organisation et le suivi du chantier au quotidien. Et dernier mot, on va voir la trajectoire possible de l'encadrement de chantier dans les prochaines années entre stabilité ou poursuite de la hausse de la proportion dans l'effectif global. Alors, on a connu au cours des dernières années une progression du nombre de professionnels qui travaillent, qui exercent des fonctions d'encadrement. C'est un rôle qui proportionnellement se renforce légèrement et puis après qui suit aussi l'évolution du volume d'effectifs, nombre de salariés qu'il y a dans les branches. Et si on fait cette projection, on a travaillé là avec des données de la Caisse des congés et des données d'Agir Carco qui nous ont permis aussi d'avoir un détail par fonction, par métier. Et on a interrogé aussi les entreprises. Comment est-ce que vous estimez que vos besoins en recrutement sur des fonctions d'encadrement dans les prochaines années vont évoluer? Et à partir de ces éléments, donc statistiques et issus du questionnement des entreprises, on a 2 scénarios. Une projection dans la continuité, donc ça c'est plutôt statistique. Donc si on tire le trait dans les prochaines années, on va arriver à un petit peu moins de 200 000, donc on va faire plus 30 000 salariés sur ces fonctions-là dans les prochaines années. Le scénario plutôt prudent, on va dire, du côté des entreprises, c'est une croissance un petit peu moins importante, mais qui reste importante dans les prochaines années, parce que cette croissance, ça veut dire entre 2500 et 4000 créations nettes d'emplois à horizon 2030. Donc c'est des besoins nouveaux, c'est pas du remplacement de départ en retraite ou de turnover pour des gens qui vont dans d'autres secteurs, c'est vraiment des créations nettes. Alors, on va voir 3 réalités dans 3 entreprises différentes de l'encadrement de chantier. On va commencer avec vous, Marc Lagoire.
Aujourd'hui, donc, entreprise de 7 salariés. Quels sont vos encadrants et par rapport aux activités qu'on a vues tout à l'heure, que font-ils? Alors, dans mon entreprise, donc j'ai donc moi-même, ma femme qui est conjointe collaboratrice. J'ai un ingénieur travaux que j'ai embauché il y a une dizaine d'années, jeune ingénieur qui sortait de l'école. Et ensuite, j'ai donc 2 chefs de chantier et 3 ouvriers qualifiés. Après, on a recours à de la main-d'œuvre intérimaire. Donc, les chefs de chantier, en fait, ils ont commencé chez moi en tant qu'ouvriers. Je les ai fait progresser, monter en compétences. Donc, ils ont suivi quelques formations, donc des formations liées à la sécurité, liées à la gestion, de voir comment s'organiser sur les chantiers. Le recrutement de mon ingénieur, c'était il y a une dizaine d'années, parce que quand j'ai créé l'entreprise, d'ailleurs, il y a le 25 novembre, donc c'est aujourd'hui l'anniversaire, ça fait 23 ans. Pendant pratiquement une dizaine d'années, je m'occupais de tout, quoi. Donc la nécessité de recruter quelqu'un est venue pour me soulager, parce qu'en fait, quand l'entreprise artisanale, on est polyvalent, on gère quasiment tout. Et je voulais pas embaucher un ingé qui sortait ou avec de l'expérience, parce que je voulais quand même le former à mon activité. Et donc on a appris à travailler ensemble. Aujourd'hui, il dispose d'une polyvalence et moi, ça me soulage parce qu'il va pouvoir réaliser les études. Il va me faire aussi le suivi de chantier, la conduite de travaux, organiser les plannings salariés. Il fait office d'ingénieur d'études et d'exécution et fait office de conducteur de travaux aussi par rapport à vos 2 chefs de chantier finalement. C'est ça. D'accord. Émilie Ferral, de votre côté, comment votre effectif a évolué ces dernières années? Est-ce que vous vous retrouvez dans la hausse de la proportion des encadrants dans l'effectif global? Oui, complètement. On a eu, alors déjà, nous, on a eu une forte croissance post-Covid, puisqu'on est passé de 40 à 70 collaborateurs. Aujourd'hui, on a en consolidé sur le groupe 13 chefs de chantier, 3 conducteurs de travaux pilotés par un responsable d'exploitation, mais qui a une double casquette et qui fait aussi conduite de travaux, 2 chargés d'affaires qui sont capables de suivre aussi en conduite de travaux les chantiers. Donc on retrouve cette polyvalence par rapport à notre taille, et 2 logisticiens, puisque c'est pas des postes d'encadrement de chantier, mais ils sont à l'atelier et c'est une part prépondérante aussi sur la préparation. Comment les activités exercées par ces encadrants ont-elles évolué? Alors, il y a une partie, je vais dire, administrative, juridique, qui est de plus en plus importante sur les chargés d'affaires, les conducteurs de travaux. Aujourd'hui, on doit avoir une analyse fine de nos DCE. On est de plus en plus poussé par les maîtrises d'ouvrage, les maîtrises d'œuvre sur des manquements qu'on pourrait avoir à la lecture des pièces écrites. Donc les conducteurs de travaux et les chargés d'affaires doivent vraiment monter en compétence sur le sujet. Et toute la partie sécurité aussi. Aujourd'hui, on a fait le choix de former nos assistantes travaux à des postes d'assistantes techniques, où aujourd'hui elles sont capables de réaliser des plans d'installation de chantier, des modes opératoires. Elles sont passées sur le terrain pour pouvoir accompagner les conducteurs de travaux par rapport à ce charge de travail complémentaire. Merci beaucoup. De votre côté, Corentin Kikelj, de quelle manière vous avez organisé votre encadrement de chantier? Alors chez nous, l'encadrement, il est assez proche de ce qui vient d'être décrit par mes 2 collègues, puisque l'encadrement, nous, on a des chefs d'équipe, des chefs de chantier, des conducteurs de travaux. Et chez nous, dans les travaux publics linéaires, les travaux routiers, les travaux de canalisation, le génie civil, électrique, etc., le conducteur de travaux, c'est quelqu'un qui est autonome dans la gestion de son affaire dès lors que l'affaire elle a été convertie. C'est-à-dire qu'il ne fait pas d'études, il ne fait pas de devis. On lui donne un dossier. Et puis on lui dit tu te démerdes, et à la fin de l'histoire, on vérifie que le boulot est bien fait, que ça a été fait en sécurité, qu'il n'y a pas eu de souci avec l'environnement, que le client est content, et si possible, qu'on n'ait pas perdu d'argent. Donc ça, c'est le métier du conduc, qui est effectivement, et je vous rejoins, et ça explique aussi ce retard de féminisation, un métier qui est un peu exigeant, parce qu'on a des chantiers qui commencent tôt, qui finissent tard, des clients qui sont à la limite de l'irrespect dès très tôt le matin jusqu'à très tard le soir. Donc c'est vrai que c'est très exigeant pour nos hommes et nos femmes qui font ce métier. Ouais. Derrière ce conducteur de travaux, il y a un binôme indissociable qui fait rotule, qui s'appelle le chef. Et j'utilise volontairement le mot chef sans dire chantier ou équipe, parce que dans nos types d'entreprises, c'est souvent des métiers très très proches. Effectivement, le chef d'équipe, il gère moins d'effectifs, moins de techniques, moins de choses qu'un chef de chantier, mais sur des équipes de 2, 3, 4 personnes, la différence entre chef d'équipe et chef de chantier, vu de l'extérieur, elle est quand même relativement fine. Et donc ce binôme chef de chantier conduc, il est
nécessaire au fonctionnement de l'entreprise, avec quelqu'un qui est dans le quotidien, dans l'opérationnel, dans le comment je résous mes petits problèmes du quotidien, et quelqu'un qui est plutôt effectivement, comme dans vos entreprises, sur la planification, la préparation, la gestion du contrat, la gestion du juridique. Et ce sont des métiers qui évoluent très fortement et qui se renforcent très fortement. Vous avez dit avec diplomatie que la maîtrise d'œuvre nous faisait porter la responsabilité des manquements. Je vous dirais que on est au bout de la chaîne, et donc le manque de compétences, voilà, à un moment il faut que quelqu'un le compense, et généralement ça s'appelle un conducteur de travaux ou un chef de chantier, le monsieur qui compense ou la dame qui compense cette chose-là. Donc c'est une première évolution forte. Il y a l'évolution administrative de nos métiers sur le contractuel, le juridique, l'assurantiel, le code du travail, tout ce que vous voulez qui joue, qui prend du temps. Donc si on prend plus de temps, il faut plus d'hommes en face. Et même si voilà, j'ai suivi avec attention la conférence, enfin la table ronde sur l'intelligence artificielle, ça résout pas encore tout. Ça aide, mais ça résout pas tout. Et puis il y a encore deux autres choses importantes qui jouent sur l'évolution de nos métiers. La première, qui est liée à l'évolution du périmètre de nos travaux. Il fut un temps, on était des exécutants, il y a même des endroits où on nous fournissait les matériaux, on les mettait en œuvre, on était des prestataires de services. Il y a encore 10 ans de ça, vous travailliez pour Enedis, GRDF, à part acheter du sable et faire des trous, vous ne faisiez rien d'autre. Aujourd'hui, vous travaillez avec des gens qui vous confient une idée saugrenue qui est de dire j'ai besoin de mettre le gaz ici et j'en ai que là, et démerdez-vous à faire l'entre-deux. Donc le métier et le périmètre évoluent, et en plus de ça, le métier évolue parce qu'on a évolué dans nos techniques. On parlait d'IA, mais on peut parler de mécanisation, d'automatisation, de robotisation, de numérique, de ce que vous voulez. Tout ça, ça fait évoluer nos métiers, donc on a des compétences nouvelles à acquérir, et ça fait évoluer aussi nos équipes. Je pense que vous regardez un film en noir et blanc qui parle de travaux, vous verrez une bande de 12 ou 14 mecs avec quelqu'un qui gueule le plus fort, qui est le chef de chantier. Aujourd'hui, c'est plus ça un chantier de travaux publics. Un travaux public, c'est 2, 3, 4 personnes, donc forcément le ratio d'encadrement augmente parce que voilà, il faut bien encadrer ces gens-là, et on ne va pas dire un chef d'équipe, il va gérer un chantier à droite, un chantier à gauche, et puis le chantier qui a 2 heures de route. Et vous êtes effectivement d'ailleurs assez nombreux à considérer que cette proportion, elle va continuer à croître dans les prochaines années, cette proportion d'encadrants. On en vient au deuxième point, Édouard Jaumier, les modes de recrutement des encadrants et les difficultés de recrutement. Alors, sur les modes de recrutement, on va retrouver un peu le schéma que vous avez décrit, Monsieur Lagoire, avec des chefs d'équipe ou chefs de chantier qui viennent beaucoup du terrain, et des conducteurs de travaux qui sont souvent des profils ingénieurs. Donc on retrouve ici, donc c'est issu du questionnement des entreprises sur les modes de recrutement des fonctions d'encadrement. Donc on voit à gauche que le conducteur de travaux, il y en a un tiers qui viennent de la promotion interne et la moitié qui viennent de recrutement externe. La plupart de ces recrutements externes, c'est des profils d'ingénieurs en général qui sont débutants, qui sortent de formation et qui intègrent l'entreprise et qui vont être accompagnés après dans un processus de montée en compétences techniques terrain, et qui passe pas mal aussi par l'alternance. On le voit, c'est 20%, il y a 1 sur 5 de ces conducteurs de travaux qui vient de l'alternance. Donc c'est la voie, parmi ces 4 fonctions, c'est là où on retrouve le plus de formations en alternance qui mènent à ce métier-là. Ça s'explique aussi parce qu'on est sur une formation qui mène directement à l'emploi. On arrive à la fin de son cursus Bac+5. Le chef de chantier et le chef d'équipe sont les métiers qui, auxquels on accède par excellence à travers l'expérience professionnelle, même si on voit qu'il y a, dans les 2 cas, un tiers des professionnels qui exercent ces fonctions-là, qui viennent de formation, qui vont venir souvent d'un bac pro ou d'un BTS. Donc c'est souvent ça comme cursus de formation qu'on va observer. Les différences sont un petit peu marquées aussi selon les entreprises. On a une promotion interne qui est plus marquée dans les petites structures. À l'inverse, dans les grandes structures, alors on fait des généralités parce qu'il faut le faire, mais dans les grandes structures, on va plutôt voir des recrutements externes qui sont privilégiés, en tout cas qui sont plus importants. Et donc voilà, c'est lié à des cultures d'entreprise, il y a des capacités d'accompagnement dans les grandes structures qui sont plus importantes que dans des petites structures. Et puis quelques données à nous partager sur les difficultés de recrutement, c'est la slide suivante. Alors oui, j'en parlais tout à l'heure, une des raisons qui a motivé l'Observatoire à réaliser cette étude, c'est que ces fonctions-là sont marquées par des difficultés importantes de recrutement. Vous voyez le rouge qui saute aux yeux, et on voit que les 3/4 des entreprises ont des difficultés de recrutement sur ces métiers-là, en particulier pour des métiers de chef d'équipe, chef d'atelier. Chef d'atelier, j'en parle
un peu moins parce que c'est un volume de salariés qui est un peu moins important et qui va avoir des singularités assez fortes selon les types d'entreprises. Mais on voit le chef d'équipe, c'est un métier sur lequel on a une difficulté de recrutement importante, très importante. Les difficultés sont plus importantes dans le bâtiment encore, sur ces chefs d'équipe qui sont proportionnellement un petit peu plus nombreux. Donc c'est quelque chose qui est transverse à tous les secteurs, qui est transverse à tous les métiers. Et donc c'est une réalité du quotidien. Et là-dessus s'ajoutent des problématiques de fidélisation de ces profils qui vont prendre de l'expérience un petit peu sur le terrain et après aller dans les bureaux d'études, par exemple, ou dans d'autres secteurs. Corentin Kickel, chez Jérôme BTP, sur quels canaux est-ce que vous misez principalement pour faire face à ces grosses difficultés, à ces grosses tensions de recrutement ? Alors, il y a plusieurs choses. Effectivement, vous le disiez, là, il y a l'évolution interne qui est un sujet important parce qu'aujourd'hui, pour reprendre une formule chère à mes prédécesseurs chez Jérôme, on recrute des compétences, on licencie des comportements. Et c'est quelque chose qui est très vrai dans l'encadrement. On a besoin aujourd'hui d'avoir des gens qui sont des meneurs d'hommes. Alors ça peut être inné chez certains, ça peut ne pas l'être et s'acquérir, ce qui implique une certaine maturité dans le métier ou dans l'entreprise ou dans l'encadrement. Donc il est difficile d'imaginer recruter des gens qui sortent d'école et leur dire voilà, tu viens d'arriver, tu connais à peine le métier, je te confie une bande de loulous là, tu verras, il y en a un, lui en plus il parle pas la France, il a 58 ans donc il va être chiant et puis tu te débrouilles avec ça. Donc l'enjeu de la formation et de la promotion interne, il est très très fort dans nos métiers. Et quand je dis la promotion interne, c'est pas forcément de dire on prend quelqu'un qui a pas de diplôme et on attend un certain temps. Ça peut être quelqu'un qui sort de l'école avec un bac+2, bac+3, qui va avoir une période d'apprentissage pour trouver ses marques, trouver son management, trouver son équilibre, conforter sa technique pour ensuite évoluer. Donc il y a un vrai sujet sur ce point-là. Mais pour autant, le recrutement, on l'a dit, il est compliqué aussi pour les conducteurs de travaux parce que leur métier évolue. Les compétences attendues sont nouvelles, sont de plus en plus complexes. Je prends mon exemple à moi. Recruter un conducteur de travaux, quand j'ai commencé il y a 10-12 ans de ça maintenant, moi j'étais ingénieur de travaux, mes collègues ils sortaient, ils avaient un DUT. Aujourd'hui, je n'envisagerais pas un seul instant de recruter un conducteur de travaux qui ne soit pas ingénieur. Je ne vois pas comment le pauvre gamin ou la pauvre gamine il pourrait s'en sortir avec le métier tel qu'il est devenu aujourd'hui. Donc on a effectivement une évolution dans notre mode de recrutement, même si dans mon cas à moi d'espèce, on est très lié à notre territoire, on a un fort ancrage, beaucoup de cooptation, donc on est plutôt bien loti sur ce poste de recrutement. Vous recrutez aussi des migrants et vous me disiez en préparant cet échange que vous aviez pas mal de contacts en proximité avec des associations, Jeunesse et Habitat, le Secours Populaire, avec le réseau associatif local, et que vous misiez énormément sur l'alternance, 12% de l'effectif, ce qui effectivement est assez considérable, principalement pour les conducteurs de travaux, comme on l'a dit tout à l'heure, ou plus largement ? Pour tous les postes, quand on a 12%, cette année on a une petite année, donc c'est 12%, sinon c'est plutôt entre 14 et 16% de mon effectif qui est en alternance tous les ans. C'est un peu à tous les postes, on ne peut pas dire c'est 12% de jeunes compagnons. Mais sur l'encadrement de chantier spécifiquement, c'est plutôt sur les conducteurs de travaux ou ça peut être aussi sur des chefs de chantier d'équipe? La proportion est vraie à tous les postes. J'ai des gens en alternance chez les comptables, j'ai des alternants en conduite, j'ai des alternants en chef, j'ai des alternants en compagnons. Donc c'est un vrai moyen d'apporter les compétences dans le temps, de créer un microcosme autour de la personne pour que derrière elle puisse développer un management où elle soit à l'aise dans ses baskets. Vous parliez des populations migrantes et plus généralement de l'insertion. C'est un joli biais que nous on aime bien parce que c'est notre ADN, parce qu'on est inséré dans notre milieu associatif local et ça marche relativement bien à long terme pour avoir des encadrants parce que je vous disais tout à l'heure qu'on recrute des compétences, on licencie des comportements. Dans la notion de management, dans la notion d'encadrant et de chef, qui est un mot très militaire, mais qui prend tout son sens à ce moment-là, on a une notion d'exemplarité. Et quand vous avez quelqu'un qui a vraiment connu une vie difficile, lui, il sait mener les hommes. Donc oui, c'est extrêmement chronophage, ça prend beaucoup de temps. Il faut être très patient, il faut manager les susceptibilités. Quand vous avez un Touareg avec un Berbère, faut ménager la chèvre et le chou dans la même équipe. Mais à terme, ce sont des gens qui ont un vrai potentiel de management et d'exemplarité qui emmènent les gens derrière eux.
Oui, il ou elle d'ailleurs. Il y a une question d'un participant qui nous dit l'étude sur les transitions professionnelles révèle que sur les 14 000 entrants sur des métiers techniques entre 2020 et 2021, le tiers le sont sur une fonction d'encadrement. Émilie Ferral, est-ce que vous envisagez de recourir à des profils en reconversion pour exercer des fonctions d'encadrement? Est-ce que vous le faites déjà? Alors oui, reconversion. Je vais partir dans l'autre sens. Aujourd'hui, nos métiers n'ont pas de formation. C'est-à-dire que le métier de désamianteur et sur la rénovation énergétique, il n'y a pas de CFA, il n'y a pas de CFA, il n'y a rien du tout. Donc l'idée étant d'essayer d'avoir une attractivité vers nos métiers et d'avoir envie de donner du sens. Donc les profils en reconversion peuvent être intéressés par nous. On travaille énormément notre marque employeur. Je me suis retrouvée dans ce que NGE a dit tout à l'heure, puisque c'est une façon de pouvoir attirer des personnes à nous. Et derrière, on va les accompagner avec de la formation en interne, où on va prendre en charge l'intégralité de l'accompagnement. On fait beaucoup d'évolutions internes aussi. Je me retrouve dans les statistiques que vous avez pu montrer. C'est aujourd'hui, nos opérateurs peuvent devenir chefs de chantier, nos chefs de chantier peuvent devenir conducteurs de travaux et on va les accompagner de A à Z sur l'intégralité de la formation, y compris sur la partie informatique, management, des choses auxquelles ils vont être confrontés qui sont plus difficiles qu'aujourd'hui. Et sur les enjeux de rétention qu'évoquait Édouard Jaumier, vous avez aussi décidé de renforcer l'accompagnement des nouveaux entrants, mais également d'essayer de mieux connaître les motivations des partants. Alors, au niveau de l'intégration des collaborateurs, aujourd'hui, on fait des points sur le premier mois, le troisième mois, le sixième mois. Et ce qu'on a mis en place depuis 2 ans maintenant, c'est les personnes qui nous quittent au niveau des postes d'encadrement. On fait des entretiens de départ pour connaître les motivations, les leviers de compréhension. Et je rejoins ce que vous avez dit, on est sur des métiers qui sont très stressants et aujourd'hui on doit arriver à travailler autour de ce sujet-là parce que souvent quand des personnes nous quittent sur des postes d'encadrement, le stress y est pour beaucoup malheureusement. Marc Lagouard, vous avez vous aussi dans votre entreprise des profils en reconversion d'ores et déjà? Oui, mais une grosse majorité, en fait, de mon activité donc, dans la partie maçonnerie, rénovation, donc ça j'arrive à trouver facilement le personnel. Par contre, dans l'activité fondation spéciale où on a besoin de foreurs, là c'est relativement compliqué. Et donc effectivement, ce qu'on va rechercher dans un premier temps, c'est une personne qui a envie d'y aller, qui n'a pas peur, qui a envie de progresser, de faire un métier, de découvrir un métier. Donc souvent, on prend les personnes en intérim et par rapport à la volonté de la personne, on va essayer de l'accompagner. Donc effectivement, dans l'entreprise, j'ai entre autres un ancien mécanicien en espace vert qui aujourd'hui est devenu chef de chantier, donc c'est lui qui me pilote quasiment une grosse partie des chantiers les plus techniques. Après, j'ai un deuxième qui a fait un bac littéraire, il était parti pour faire infirmier. Il en a eu marre, on l'a recruté en intérim et aujourd'hui il est aussi présent et c'est mon deuxième, plutôt chef d'équipe, chef de chantier, mais comme vous disiez tout à l'heure, la nuance est très limite. J'ai aussi recruté là récemment un ancien militaire donc qui était en phase de reconversion pour pouvoir en fait l'intégrer dans nos effectifs. Donc aujourd'hui, en fait, il est assez polyvalent sur l'ensemble de nos postes. Donc en fait, on va essayer de recruter et de les accompagner dans ce qu'on a besoin. Donc c'est de trouver une formation qui va leur correspondre pour pouvoir leur permettre d'être efficace, de se faire plaisir dans son travail. Donc voilà, on essaie d'être en attente, mais c'est des gens qui vont pas forcément venir vers moi pour me dire j'aimerais faire ça. Donc en fait, il faut arriver à trouver à les solliciter pour savoir qu'est-ce qui pourrait les intéresser. Oui. Merci. Il y a une question qui est posée par une participante qui nous dit: avez-vous des propositions pour faciliter l'accès à la formation des encadrants de chantier et répondre à leurs besoins? C'est précisément le troisième point clé qu'on va évoquer avec vous, Édouard Jaumier, sur tout d'abord en fait les compétences à renforcer ou à
développer chez les encadrants les compétences attendues et la manière dont aujourd'hui l'offre de formation elle y répond plus ou moins à ces besoins. Ouais. Alors du côté des compétences attendues, on retrouve ce qu'on disait tout à l'heure sur les activités exercées par ces 4 fonctions d'encadrement. On retrouve les propos qui ont été tenus avant, c'est que le conducteur de travaux, c'est le couteau suisse. Il faut qu'il maîtrise très bien des compétences techniques, on va le voir un peu moins que d'autres, c'est moins critique, mais qui maîtrise aussi très bien des compétences commerciales, des compétences managériales, évidemment, des compétences réglementaires et juridiques, et on voit que ça se renforce, ainsi que des compétences administratives, qui sont de plus en plus importantes et qui prennent de plus en plus de place dans le quotidien d'un conducteur de travaux. Et après, sur les 3 autres fonctions d'encadrement, on voit que la base, le socle, ce sont les compétences techniques. On ne peut pas accéder à ces fonctions si on n'a pas un socle de compétences techniques qui est très fort dans son métier. Et on voit ensuite des compétences managériales, les compétences administratives qui se renforcent, et en mineur, qui va toucher au réglementaire, au juridique et au commercial. Donc, c'est un socle de compétences large, et on a regardé aussi en parallèle, est-ce que l'offre de formation aujourd'hui, elle répond à ces attentes des entreprises dans les compétences de leurs salariés qui exercent des fonctions d'encadrement. Alors on voit que oui, ça répond un peu, mais c'est partiel. Si on passe sur la page suivante, on voit que on va commencer par le bas. On voit que sur le management, qui est une compétence sur laquelle il y a des attentes très fortes, c'est là qu'on retrouve, on a analysé en fait par mots-clés chaque référentiel de formation pour regarder ce qu'il y avait dedans. Et on retrouve assez peu de management dans les formations ou les diplômes qui mènent au métier de l'encadrement, alors que c'est une compétence, on l'a vu, très attendue. Donc on voit que là, il y a vraiment matière à progresser pour renforcer dans les cursus de formation l'apprentissage ou le développement des compétences managériales. Le numérique, c'est aussi un sujet qui est insuffisamment traité, qu'il faut continuer à développer. Et on voit que tout ce qui est très productivité ou préfabrication, qui sont des compétences plutôt techniques, sont relativement bien traitées. Émilie Ferral, quelles nouvelles compétences attendues chez les encadrants de chantier chez vous ? Je vais reboucler sur ce que je disais en préambule, c'est qu'aujourd'hui, il faut qu'ils maîtrisent suffisamment toute la partie du DCE, dossier de consultation des entreprises, CCAP, CCTP, et qu'il y ait un bon cadrage sur ce point-là entre les chargés d'études et les conducteurs de travaux, dans le but de pouvoir défendre les intérêts de la société. Donc ça, pour nous, aujourd'hui, c'est un point qui est essentiel. Et reboucler aussi avec les CCTP des autres lots, puisqu'on a de plus en plus de problématiques d'interaction entre les corps d'État. Et donc j'en reviens à la responsabilité sur le sujet. Les 2 autres compétences sur lesquelles nous allons évoluer sur 2026, il y a l'IA. Clairement, aujourd'hui, c'est un sujet chez nous. Les chargés d'études ont été formés cette année. Les conducteurs de travaux le seront l'année prochaine. Pour justement les accompagner sur appréhender et gagner en rapidité d'exécution sur l'analyse des risques de nos dossiers. Et ensuite, l'autre domaine qui est le management, on a fait une formation en ligne. Ça nous a apporté des choses positives, mais la partie lean management, c'est resté coincé, on va dire. Donc voilà, on doit travailler aussi sur notre management au niveau des postes chefs de chantier et conducteurs de travaux. Corentin Kickel, je vous retrouvais dans ce constat-là aussi un accent important à mettre sur les compétences managériales. Oui, forcément. Après, comme je vous le disais, le management, faut un petit peu d'expérience, faut être à l'aise, faut savoir appréhender les comportements, gérer les conflits. Donc, ça prend un peu de temps. Donc, j'ai pas de mal à excuser les centres de formation qui ont du mal à apporter ces compétences-là en formation initiale. Mais il existe de très beaux parcours de formation qui se font en toute intelligence avec la branche, avec des dispositifs qui ont été montés parfois il y a très longtemps et qui sont très efficaces. Mais je souscris complètement à ce qui a été dit. L'enjeu aujourd'hui de responsabilité est fort. L'IA, c'est quelque chose qui vient, mais
il faut qu'on arrive à ne pas perdre de vue qu'à la fin de l'histoire, il faut qu'on livre un ouvrage qui satisfasse un client. Donc voilà, la maîtrise technique reste quand même c'est presque un prérequis qu'il ne faut pas qu'on oublie dans cette histoire-là. Avec encore un mot, un enjeu plutôt récent, c'est le management des nouvelles générations, face auxquelles beaucoup de managers sont assez démunis. Oui, alors moi je dis toujours la même chose et des fois mes collègues entrepreneurs à la fédération n'aiment pas quand je dis ça. Il n'y a que les patrons qui sont des vieux cons. Enfin, les jeunes d'aujourd'hui ne sont pas plus bêtes que les jeunes d'hier. Ils sont juste différents. Donc soit on vit avec notre temps, on fait l'effort de s'adapter, soit on ne le fait pas et on peut constater que c'est des jeunes cons. Eux, ils diront qu'on est des vieux cons et ils viendront pas dans nos entreprises et on n'aura pas de salariés, quoi. Voilà, le constat, pour moi, il me paraît d'une évidence incroyable. Ceci étant dit, oui, les jeunes sont managés différemment aujourd'hui qu'hier. Ils ne demandent pas des choses très différentes dans le fond du fond, parce que des jeunes, ils ont des valeurs. Ils les expriment pas forcément pareil, ils ont des attendus en termes de sens. À nous de savoir les intéresser, à nous de savoir valoriser nos savoir-faire, nos métiers, nos expériences, et savoir aller les toucher, ce que l'on a très mal fait depuis des années. Je pense que, alors je parle pour les travaux publics, mais voilà, les crises économiques sont toujours la bonne excuse pour arrêter de s'occuper des jeunes. Et puis quand ça repart, on est le bec dans l'eau. Donc peut-être que là, la crise économique qui sous-tend les travaux publics va peut-être nous faire dire qu'on est sauvé à cause de ça, mais voilà, c'est une responsabilité que de faire l'effort, nous, de changer de paradigme et de se mettre à la hauteur des gens à qui on adresse, quoi. Alors, je vous propose d'écouter le témoignage en vidéo d'un de vos conducteurs de travaux, Corentin Kikel, qui s'appelle Nicolas Sylvain, et il s'exprime justement sur les évolutions des compétences d'un conducteur de travaux. Je m'appelle Nicolas Sylvain, je suis conducteur de travaux à l'entreprise Jérôme BTP. Mon rôle est d'organiser, planifier, contrôler les travaux depuis l'étude de prix jusqu'à la réception du chantier. Il y a aussi l'encadrement des équipes, le budget à gérer de A à Z et tout ce qui est sécurité, qualité, environnement. J'exerce ce métier depuis 24 ans. J'ai commencé aide de chef de chantier, puis chef d'équipe et finalement conducteur de travaux depuis 8 ans. J'ai fait un bac en 98, puis un BTS en 2000. Ça fait 24 ans que je suis à l'entreprise. L'activité la plus importante, c'est pour moi l'encadrement des équipes. Niveau sécurité, je veille également que tous les salariés portent bien leurs EPI et respectent bien les règles de sécurité. On veille aussi à la sécurité des riverains et de l'environnement. Sur la partie environnement, on fait le tri sélectif. On a des bennes appropriées pour chaque déchet. L'activité la plus difficile, je pense que c'est le management. Veiller que tout le monde s'entende bien et que le chantier se déroule bien et surtout qu'il n'y ait pas d'accident. Également gérer tous les aléas du quotidien, donc que ce soit les intempéries, tout ce qu'on trouve en sous-sol, les réseaux qui ne sont pas identifiés sur les DCT. Le plus difficile est de trouver des solutions au quotidien. Qualité indispensable, je pense que la flexibilité, avoir un bon esprit d'équipe, s'adapter très vite, rebondir très vite également, avoir un bon relationnel avec les riverains, que ce soit avec les clients, avec un peu tout le monde, les salariés. Mon métier a beaucoup évolué au niveau informatique, le développement du BIM, de la 3D. Tous nos engins de chantier sont pucés, donc ce qui nous permet de les suivre en temps réel, savoir exactement où ils sont. On a une meilleure réactivité sur le planning. On a aussi les drones qui commencent à apparaître de plus en plus. Prise de photos, calcul de volume avec les drones. On parle de plus en plus aussi de l'empreinte carbone, mais tout ça dans le but de gagner en efficacité, bien sûr. Ça va continuer à évoluer toujours de plus en plus vite, je pense, et il faut continuer à se mettre à jour au quotidien. Les organismes de formation, en général, sont assez réactifs et assez productifs. Ils nous fournissent régulièrement des nouveaux profils, donc continuons comme ça. Marc Lagouard, une compétence pour vous à renforcer ou une nouvelle compétence à développer, des besoins de formation particuliers dans votre entreprise ?
Alors oui, aujourd'hui on se rend compte que il faut la relation avec les autres parties prenantes sur les chantiers, avec les clients. On sent qu'il faut communiquer différemment. Donc on a eu l'expérience sur le fameux chantier Airbus où il a fallu qu'on organise, qu'on arrive à s'insérer dans tout un process. Et donc mon ingé qui fait la conduite de travaux avait des difficultés il voulait tout le temps bien faire, mais c'était compliqué pour lui d'arriver à s'insérer et à comprendre comment faire pour pouvoir faire passer les informations. Donc du coup, je lui ai fait faire une formation de management qui a duré 4 jours. Donc c'est une approche pour lui permettre d'évoluer et de voir comment être plus efficace. Ça a été relativement efficace puisque et même ses collègues ont dit qu'il s'était dépositionné et que du coup, mais c'était plus le Jérémy qu'on connaissait, mais c'était le Jérémy avec un peu plus de distance. Donc ça, c'est des formations qui, dans la formation initiale, sont pas forcément trop dispensées. Et je pense qu'on aurait intérêt à essayer, dans la formation initiale, à avoir un peu plus de ces éléments de management pour pouvoir leur permettre d'être plus facile après dans leur activité professionnelle. Ouais, merci beaucoup. Deux remarques de participants. Une participante qui nous dit les entretiens professionnels et demain les entretiens de parcours professionnel tous les 4 ans ne sont-ils pas le lieu privilégié pour échanger sur les souhaits d'évolution, prévenir les départs? Et puis un autre participant qui pose la question suivante, le problème de formation en management ne vient-il pas également des difficultés des organismes de formation à recruter des formateurs expérimentés? Il faudrait que des conducteurs de travaux expérimentés intègrent en tant que formateurs occasionnels les cursus de formation initiale. On en vient aux pistes d'action, aux enjeux qui ont été identifiés pour clore cette séquence. Édouard Jaumier, 3 grands enjeux. Alors, 3 grands enjeux qui vont résumer un petit peu tous les propos qui ont été tenus autour de cette table ronde. Premier enjeu qui est autour de l'attractivité et de la fidélisation. On a parlé de la croissance continue qu'il y a eu et qu'il y aura sur le volume de salariés qui exercent ces fonctions d'encadrement. On connaît la difficulté que les entreprises ont dans le BTP, mais dans les autres secteurs aussi, à attirer des futurs salariés, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes. Et ça ne va pas s'arranger dans les prochaines années avec une raison démographique. On a une chute des naissances dans les années 2000 et des départs en retraite qui vont être importants. Donc cet enjeu d'attractivité, il est fondamental. L'enjeu de fidélisation, c'est aussi pour amortir tous les efforts de formation, d'accompagnement qui ont été faits. Le deuxième enjeu, c'est d'accompagner, de favoriser, de poursuivre le développement des nouvelles compétences. On a parlé des compétences sur les sujets administratifs. J'ai oublié de l'évoquer au départ, mais ça a été rappelé après, les enjeux très forts sur la sécurité. Et donc, comment est-ce qu'on accompagne chacun de ces salariés qui exercent des fonctions d'encadrement dans la compréhension de comment est-ce qu'il peut intervenir sur la sécurité et prévenir du coup sur les chantiers, les incidents ou les accidents. Et on voit que dans cet enjeu de développer de nouvelles compétences, ça joue beaucoup sur la culture des dirigeants. On a des dirigeants qui sont sensibilisés, actifs sur le sujet et qui croient en l'efficacité de la formation. Ce n'est pas forcément le cas pour tout le monde. Je pense qu'un certain nombre de dirigeants se disent par l'expérience, ça va venir. Oui, ça peut venir, mais ça va prendre beaucoup de temps. Peut-être que le booster de 4 jours de formation sur le management va permettre d'accélérer, de gagner 1 an ou 2 ans. Donc il y a, je pense, un effort à faire pour continuer à convaincre les dirigeants. Et le dernier enjeu, il est sur comment est-ce qu'on facilite l'accès à la formation initiale et continue de ces professionnels d'encadrement. Un des sujets, c'est comment est-ce qu'on arrive à sortir de l'opérationnel et du quotidien un professionnel, parce qu'il va du coup pas pouvoir manager son équipe pendant quelques jours, et ça, c'est une grosse difficulté opérationnelle. Ouais. Merci beaucoup. Merci pour vos témoignages et merci à tous les 4 et pour vos nombreuses questions également. Merci.